Bonjour, je m'appelle Anna, bienvenue dans cette toute première vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la littérature victorienne. On entend souvent parler des romans victoriens et des auteurs victoriens, Emily ou Charlotte Brontë, Charles Dickens, Wilkie Collins, mais par quel roman commencer, quel auteur choisir, donc on ne le sait peut-être pas forcément. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 romans victoriens qui me semblent le plus intéressants, en tout cas les incontournables pour s'initier à la littérature victorienne. Donc si c'est une question qui vous intéresse, alors j'espère que cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je n'ai jamais fait d'études de littérature britannique. Je ne suis pas donc vraiment une spécialiste sur la question. En revanche, j'aime beaucoup lire les classiques anglais. J'en ai déjà lu un certain nombre. Donc les 5 romans que je vais vous conseiller aujourd'hui ont été choisis en me basant uniquement sur mon expérience d'une lectrice lambda et non des connaissances d'une professeure de lettres. Et avant de vous présenter les 5 romans que j'avais choisis, donc je vous propose de commencer par une question très simple. Qu'est-ce donc la littérature victorienne ? Strictement parlant, lorsqu'on parle de la littérature victorienne, on parle des romans de l'époque victorienne, donc de l'époque de la reine Victoria, qui s'étend entre 1837 et 1901. À cette époque, la société britannique connaît plusieurs bouleversements, comme la révolution industrielle, ou aussi la montée en puissance de la bourgeoisie. Et à cette époque, les gens ils commencent à dépenser de plus en plus d'argent sur leur divertissement, ce qui rend le genre de roman de plus en plus populaire. Donc c'est le genre prédominant de cette époque. Dans sa grande majorité, le roman victorien est réaliste, même si à cette époque, un nouveau genre va apparaître, et ce sera le roman à sensation, ou sensational novel en anglais. Souvent publiés en format d'un feuilleton, ces romans apportent un soin particulier à l'intrigue, la rendant la plus captivante possible pour le lecteur. Chaque chapitre était censé donner envie de découvrir le chapitre suivant pour que les gens achètent le numéro suivant. Donc souvent les thématiques abordées dans ces romans sont assez choquantes pour l'époque. Ces romans ils peuvent parler par exemple de l'usurpation de l'identité, des meurtres, des vols, des manipulations de tout genre, des secrets, ce genre de choses. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les romans victoriens sont vraiment très accessibles, même pour les gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de lire les classiques en général. Passons maintenant à la présentation de 5 romans que je voudrais vous conseiller si vous souhaitez vous initier à la littérature victorienne. Et le premier roman que je souhaiterais vous conseiller, c'est La Dame en blanc de William Wilkie Collins. William Wilkie Collins, c'est un digne représentant du genre de roman à sensation. On l'appelle aussi également souvent l'inventeur du thriller ou du roman policier. Il était très prolifique, il a écrit 27 romans. Sans compter des nouvelles. Je n'ai pas lu tous ces 27 romans. J'en ai lu à peu près 5. Je les aimais plus ou moins tous les 5. Il y en a que j'ai un peu moins aimés. Et si je dois en choisir un, et si je dois vous en conseiller un, donc ce serait donc La Dame en blanc. Oui, c'est ça, La Dame en blanc ou The Woman in White en anglais. Ce roman, comme vous pouvez le voir, est très épais, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette épaisseur parce que même s'il est très épais, il est aussi très addictif. Du coup, en fait, il se lit très très rapidement et très facilement. Il a une construction très intéressante. C'est un enchaînement de plusieurs témoignages. Donc, ce sont des témoignages de plusieurs personnages de cette histoire, ce qui apporte à la narration un certain réalisme et une certaine crédibilité. Donc, il a des personnages plutôt positifs, il y en a d'autres qui sont assez détestables et du coup vraiment je trouve que ce changement des points de vue, c'est ce qui rythme la lecture et ce qui la rend plus facile. Ce roman aussi a une magnifique atmosphère mystérieuse, brumeuse, gothique. Je pense que c'est une lecture qui est parfaite pour l'automne. Moi, je l'ai lu 2 fois. Les 2 fois, je l'ai lu en octobre. La dernière fois, c'était en 2021 pour le Victober. On l'avait lu sur Instagram avec plusieurs autres lectrices. Et je pense que vraiment, c'était une période parfaite pour lire ce roman.
Donc si je présente rapidement le début de cette histoire, le premier narrateur, c'est un professeur de dessin qui doit se rendre quelque part au nord de l'Angleterre pour donner des leçons de dessin à deux sœurs. Et la veille de son départ, en rejoignant Londres, il va croiser une jeune femme tout habillée en blanc, qui semble apeurée, paniquée, vulnérable, très étrange, et qui le demande, qui le supplie de l'aider à rejoindre Londres. Donc il va l'aider dans cette démarche, et lorsqu'il la quitte, il va croiser le chemin de ses deux poursuivants et il va apprendre de leur conversation que cette fille se serait enfuie d'un asile. Donc le lendemain, lorsqu'il rejoint son nouveau lieu de travail, elle sera frappée par la ressemblance d'une des deux sœurs avec cette fille qu'elle avait croisée la veille dans la rue. Ce sera le premier mystère de ce roman, mais ce ne sera pas le dernier. On peut juste déplorer quelques longueurs à la fin de ce roman, mais rien de bien méchant. Et je pense que si vous n'avez jamais lu de roman victorien, ça c'est vraiment le roman parfait pour commencer. Dans la lignée du roman précédent, je voudrais aussi vous conseiller un roman d'une romancière victorienne qui me semble beaucoup moins connue que Wilkie Collins, mais qui pourtant toutes ses chances de vous plaire si vous aimeriez découvrir un roman de cette époque. Donc il s'agit de Mary-Elizabeth Braddon et de son roman Le secret de Lady Audley. C'est un roman que j'ai lu également pour le Victober il y a quelques années. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu oublié déjà tous les pourquoi et les comment de cette intrigue, mais en tout cas je me souviens que à l'instar de La Dame en blanc, il s'agit ici d'une enquête qu'on pourrait maintenant peut-être qualifier presque d'une enquête policière. Donc il s'agit des mystères, des complots, des étranges disparitions, d'une ambiance très mystérieuse et très automnale d'une Angleterre victorienne. Donc ce roman, comme La Dame en blanc, a été également publié en feuilleton, donc ce qui peut lui apporter de temps en temps quelques longueurs, mais il a quand même un vrai suspense dans ce roman. Il faut dire qu'on découvre assez rapidement en quoi consiste donc, le fameux secret de Lady Audley, mais ça n'empêche à rien d'apprécier ce roman, parce que si on connaît son secret, on ne sait pas comment le personnage principal va réussir à le prouver. Donc, pour vous présenter rapidement un peu en quelques mots résumé de ce roman. Donc si je me rappelle bien, il s'agit d'un homme qui était parti en Australie pour faire fortune et qui revient chez lui 3 ans plus tard et qui découvre que sa femme est mystérieusement décédée en son absence. Donc complètement dévasté, il va retrouver un ami à lui qui va essayer un petit peu de le soutenir, de lui remonter le moral et qui va lui proposer de le suivre dans un manoir de son oncle, un oncle qui avait épousé une très jeune femme, la fameuse Lady Audley. Mais cette jeune femme, étrangement, elle refuse absolument rencontrer donc cet ami. Et lorsque donc cet homme voit par hasard le portrait de cette femme, quelques jours plus tard, il disparaît mystérieusement. Voilà, donc c'est ce roman a tous les ingrédients du roman à sensation. Moi, je l'avais adoré, je l'ai lu d'une traite. J'avais essayé de lire un autre roman de Mary-Elizabeth Braddon que je n'ai pas réussi à terminer. Donc, je ne me souviens plus, c'est Quelque chose et le serpent. Mais en tout cas, celui-ci à lire, à mettre dans votre pile à lire pour l'automne prochain. Alors, passons maintenant au 3e roman. Donc pour ce 3e roman, j'étais complètement sûre de l'auteur que je voudrais absolument vous conseiller, mais j'avais un petit peu hésité entre 2 romans. Je voudrais vous proposer Le Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy.
Thomas Hardy, c'est un auteur que j'ai découvert récemment, donc j'ai pas encore lu tous ses romans, mais tout ce que je lis, j'ai vraiment adoré. Et pour choisir un roman incontournable, ou en tout cas pour choisir un roman par lequel, à mon avis, il faut commencer sa découverte de cet auteur, j'ai hésité entre deux. Donc j'ai hésité entre Loin de la foule déchaînée et aussi Les Forestiers. Je pense qu'entre ces deux romans, j'avais une préférence pour Les Forestiers, qui était d'ailleurs le premier roman de Thomas Hardy que j'avais lu. Mais à mon avis, Loin de la foule déchaînée est plus connu. L'avantage aussi, c'est qu'après avoir lu ce roman, on peut continuer sa découverte de cet univers par le visionnage d'une très très belle adaptation de Thomas Winterberg, qui est présente, dont l'affiche est présente sur ma couverture. Je trouve que c'est une des meilleures adaptations cinématographiques d'un roman classique. C'est assez rare, je pense. Et vraiment, niveau couleur, musique, image, acteurs, sujet, vraiment, je trouve que c'est une adaptation parfaite. Donc rien que pour ça, je pense que si on souhaite commencer à découvrir l'œuvre de Thomas Hardy, donc ça c'est un très très bon roman pour commencer. Une autre particularité de ce roman par rapport aux autres romans de la bibliographie de Thomas Hardy, c'est que je trouve que ce roman est beaucoup plus positif par rapport aux autres. Donc la plume de Thomas Hardy est assez pessimiste. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est aussi quelque chose qui lui a été beaucoup reproché à son époque. Souvent, dans ses romans, on sent une certaine forme de fatalité qui pèse sur ces personnages, qu'ils ils vont faire tous les mauvais choix possibles, ils vont tout le temps lutter contre les circonstances, contre les conséquences de leurs mauvais choix. Donc vraiment, on sent que, souvent dans ces romans, on sent que ça va pas très bien se terminer. En tout cas, il y a une forme de tristesse et de fatalité qu'on ressent souvent dans ces romans. Donc, dans celui-ci, il y aura également beaucoup de drames. Les personnages principaux vont devoir surmonter beaucoup de difficultés, mais je trouve que dans l'ensemble, il est beaucoup plus positif par rapport à ces autres romans. Alors, j'ai un petit souci technique avec la batterie de ma caméra qui m'a lâché en plein milieu du tournage. Donc, je reviens un petit peu plus tard en espérant que j'ai réussi à tout cadrer à peu près pareil comme tout à l'heure. On était en train de parler de Thomas Hardy et de son roman Loin de la foule déchaînée. Entre-temps, je suis reçu un colis avec à l'intérieur la toute nouvelle édition, toute nouvelle est déjà sortie il y a quelques mois, il me semble. Donc la toute nouvelle traduction de ce même roman. Donc je remonte la couverture. J'ai longtemps hésité à acheter cette nouvelle édition parce que j'ai déjà lu ce roman, donc quel intérêt de racheter un roman qu'on a déjà lu et qu'on a déjà en plus. Mais je suis intéressée par cette nouvelle traduction. Je pense que c'est aussi un livre que je vais relire, peut-être même plusieurs fois. Et en plus, je trouve que cette nouvelle édition est vraiment très belle. Donc, je reprends mon discours sur le roman Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Donc, pour vous présenter un petit peu en quelques mots l'intrigue de ce roman, il parle du milieu des fermiers dans la campagne anglaise. Le personnage principal s'appelle Gabriel Oak, c'est un fermier qui a un troupeau de moutons et qui fait connaissance avec une jeune fille qui s'appelle Bathsheba Verdine qui habite à côté ou qui vient en fait aider sa tante qui habite à côté. Cette jeune femme a un caractère très indépendant et donc elle attire tout de suite l'œil de Gabriel qui décide assez rapidement de lui faire une proposition de mariage. Lorsqu'elle lui fait cette proposition, elle lui rit plus ou moins au nez en lui disant vous êtes sérieux, moi de toute façon j'ai pas vraiment envie de me marier. Voilà, donc elle lui dit non un petit peu comme ça à la légère. Gabriel donc continue sa vie après avoir essuyé ce refus.
Et par un concours de circonstances assez malheureux, il va perdre la totalité de son troupeau de moutons. Donc il se retrouve sans rien, sans argent, et donc il est obligé d'aller chercher un nouveau travail. Et par hasard, en fait, il sera embauché à une très grande ferme, très florissante. Et il va découvrir que la propriétaire de cette ferme, c'est Batsheba Verdine, qui vient de la recevoir en héritage. Donc après quelques réticences, de toute façon il n'a pas trop de choix, il va quand même accepter ce travail en devenant le subordonné de Batsheba, et donc il va être témoin de sa vie et de toutes les erreurs qu'il va faire dans sa vie en étant en quelque sorte son ange gardien. Parce que Batsheba, comme j'avais un petit peu dit au début, que c'était quelqu'un de très courageux, qui a beaucoup de volonté, qui est quelqu'un de très indépendant, mais en même temps c'est une jeune fille très coquette, qui aime bien attirer l'attention, et qui mesure pas vraiment les conséquences de ce qu'elle fait. Donc elle ne mesure pas du tout la gravité en fait de ses gestes. Elle prend un peu tout à la légère. Donc elle va faire un certain nombre d'erreurs dans sa vie qui vont résulter à plusieurs drames. Et Gabriel, il va l'aider à traverser tous ces drames, un petit peu en restant un peu à l'ombre. Et comme j'avais dit, en étant en quelque sorte son ange gardien. Donc c'est une très très belle histoire avec des personnages peut-être pas parfaits, mais qui sont en même temps quand même, qui sont très humains et très attachants. Et c'est d'ailleurs aussi une des particularités de tous les romans de Thomas Hardy. C'est cette humanité qu'on ressent dans la plume de cet auteur. On sent que même si ces personnages ne sont pas parfaits, donc il a énormément de sympathie pour eux. Donc c'est un très beau roman. Je trouve que c'est un roman parfait pour découvrir Thomas Hardy, même si moi vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cet auteur, et je pense que j'ai pas encore lu la totalité de ses œuvres, mais je pense que vraiment n'importe quel roman de Thomas Hardy vaut le détour. Et un autre livre que je voudrais vous présenter, donc c'est un roman d'une romancière victorienne, Elisabeth Gaskell. Et avec ce choix, je pense que je prends un peu de risque, parce qu'il s'agit d'un côté d'une brique. Voilà. Et en plus, il s'agit d'un roman inachevé. Fin de suspense, c'est Femme et fille d'Elisabeth Gaskell. Pourquoi j'ai choisi ce roman ? Je pense que ce n'est pas le roman le plus connu d'Elisabeth Gaskell. Celui dont on entend le plus parler, c'est Nord et Sud, donc, qui a aussi été porté au cinéma et qui a une adaptation aussi qui est assez connue et plutôt réussie. Mais ici, il s'agit d'un roman social, donc qui parle beaucoup des conditions sociales dans les usines de l'époque. C'est un roman que j'ai adoré, donc c'est pas du tout une critique, mais je pense que, si je choisis entre les deux, moi je pense que celui-là c'était vraiment un coup de cœur. Et donc pareil, donc n'ayez pas peur de la largeur de ce roman, parce que je l'ai lu vraiment avec énormément de plaisir. J'avais dit que c'est un roman inachevé parce qu'il s'agit en fait du dernier roman d'Elisabeth Gaskell. Donc on pourrait se dire donc, que c'est un défaut de ce roman, mais donc tout de suite je peux vous rassurer, c'est qu'il ne manque peut-être qu'un seul chapitre à ce roman. Elisabeth Gaskell, en fait, elle est décédée subitement d'un arrêt cardiaque, donc elle n'a pas le temps de le finir. Mais pour autant, son éditeur était au courant en fait de la tournure qu'il souhaitait donner à la fin de ce roman. Donc à la fin, juste à la fin, il me semble qu'il y a une petite partie où l'éditeur nous explique en fait comment ce roman, voilà, conclusion, lettre adressée au lecteur par le rédacteur en chef ça doit être la revue où ça a été publié. Donc on sait en fait comment ce roman se termine. Et donc, vu que c'est un dernier roman d'Elisabeth Gaskell, on peut aussi dire qu'il s'agit que dans ce roman, il est au sommet de son art. Ce roman raconte une histoire
assez simple, qu'on pourrait résumer assez simplement et qui est vieille comme le monde. En fait, c'est l'histoire de remariage et d'une famille recomposée. L'héroïne principale de ce roman est Molly, qui est un personnage extrêmement attachant, très très émouvant. Mais vraiment, c'est un personnage que j'ai adoré. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que ce roman est un coup de cœur, c'est à raison de cette jeune fille qu'on voit grandir. Donc au début, c'est une toute petite fille, mais au fil des pages, elle grandit. Elle vit toute seule avec son père qui est médecin, donc qui est très occupé. Et donc, il s'aperçoit donc, que sa fille grandit et elle commence à se dire qu'elle a besoin d'une attention féminine, elle a besoin de quelqu'un qui la guide, donc elle a besoin d'une mère. Donc, sa mère a décédé malheureusement, donc elle aimerait que quelqu'un reste avec elle à la maison, quelqu'un la guide dans ses choix et dans sa vie, alors que lui, il est très occupé avec ses patients, donc il ne peut pas lui consacrer énormément de temps. Donc, elle décide de se remarier et son choix tombe sur une femme très mondaine qui ne lui correspond pas véritablement par son caractère, mais il la trouve tout à fait bien éduquée et en plus, elle a aussi une fille. Donc elle est veuve également comme lui. Et en plus, elle a une fille qui a l'âge de Molly. Donc elle trouve que ça, c'est une candidate parfaite. Elle lui fait sa proposition, elle accepte. Donc tout est bien, voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes. Sauf que pour Molly c'est presque une grande tragédie. Elle est effondrée. Donc elle était très bien comme ça, très heureuse avec son père à la maison, donc elle n'a pas envie que quelqu'un vienne à leur maison, qui prenne la place de sa mère. Donc au début elle la vit très mal, mais finalement en discutant avec son père, elle décide de lui donner une chance et donc d'essayer d'accepter leur nouvelle vie. Pour moi, ce livre a été vraiment comme une havre de paix. Je l'ai lu dans un moment assez difficile psychologiquement et vraiment j'adorais me réfugier à l'intérieur de ces pages. Je trouve que c'était un roman vraiment très réconfortant. Vraiment, il m'apportait quelque chose comme une bulle de sécurité face à la réalité pas toujours très réjouissante. Donc j'en garde un excellent souvenir et je pense que maintenant je vais conseiller ce roman vraiment à tout le monde. Il y a aussi une très bonne adaptation au cinéma que j'avais vue. Donc, il me semble que c'est une adaptation à une mini-série de BBC. Donc si vous le détour, si vous avez envie de continuer après la lecture de ce roman. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous parler des Sœurs Brontë. Je pense que j'aurais pu commencer ma vidéo par un de romans de Sœurs Brontë, tellement ils sont connus, lus. Je pense que ce sont des romancières victoriennes qui sont les plus lus à l'époque actuelle. Mais je me suis dit que je vais laisser cette partie vers la fin. Alors, on m'a souvent posé la question par quel roman des Sœurs Brontë commencer. Donc je me suis dit là ce sera l'occasion d'y répondre une fois pour toutes. Les sœurs Brontë, donc ce sont Charlotte, Émilie et Anne Brontë. Ce sont trois sœurs qui ont vécu dans le nord de l'Angleterre, dont le père était pasteur. Il faut dire que les sœurs Brontë n'ont pas connu une vie très, très longue. Émilie et Anne Brontë n'ont pas franchi la trentaine et sont décédées toutes les deux de tuberculose avant 30 ans. Donc elles n'ont pas écrit beaucoup de romans. Charlotte Brontë, quant à elle, a vécu un petit peu plus longtemps. Donc elle a eu le temps d'écrire un petit peu plus de choses. Et, Anne Brontë a écrit donc La recluse de Waldfell Hall et Agnès Grey. Émilie n'a écrit qu'un seul roman, peut-être sûrement le plus connu, peut-être le plus original de tous les romans des Sœurs Brontë. Donc c'est Les Hauts de Hurlevent. Et enfin, Charlotte Brontë a écrit 4 romans. Elle a écrit Le Professeur, Jane Eyre, Shirley et Villette.
À ce jour, j'ai lu tous les romans des Sœurs Brontë sauf un. Donc, je n'ai pas encore lu Le Professeur, qui était le premier roman de Charlotte Brontë. Donc, je ne pourrais pas vous en parler. Mais voilà, en revanche, j'avais lu on va dire les majeurs romans de cette famille littéraire. Et alors, donc, qu'est-ce que je pourrais conseiller pour commencer votre découverte? Moi, je pense que si on me pose cette question, donc j'aurais pu conseiller 2 romans. Et donc, je vais commencer non par ce que vous avez pensé, mais par La Recluse de Waldfell Hall de Anne Brontë. Anne Brontë, c'est la cadette de la famille. Et donc, je pense que c'est une romancière qui est souvent sous-évaluée. On lit souvent de Charlotte Brontë, on lit souvent les livres de Charlotte ou de Émilie et très rarement de Anne, alors que je pense que ce roman, il vaut carrément le détour. J'ai un petit peu moins aimé Agnès Grey, qui est pourtant plus court. Celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus fort, plus moderne, plus original, et aussi, moi j'ai trouvé que c'est un roman très féministe pour l'époque. Ce roman, il commence par un mystère. Il a une jeune femme qui vit seule avec un enfant, qui vient s'installer dans un petit village où personne ne la connaît, donc qui vient louer un manoir qui s'appelle Waldfell Hall, qui s'installe dans ce manoir, et donc il vit toute seule avec son enfant, sans aucun mari. Donc elle dit qu'elle est veuve, voilà. Mais donc cette arrivée va susciter quand même quelques rumeurs. Donc voilà, on va se demander qui elle est vraiment, est-ce qu'elle cache pas quelque chose. Je vous laisse découvrir le secret qui se cache derrière cette apparition. En tout cas, c'est un roman qui aborde des thématiques assez inattendues, en tout cas qui m'ont beaucoup surprise. Ça parle par exemple de la place de la femme dans la société victorienne, mais ça parle aussi de la tyrannie, des manipulations dans un couple. Ça parle des violences conjugales. Ça parle de l'éducation des enfants. Donc ça aborde plein de questions assez étonnantes, sachant surtout que ce roman a été écrit par une jeune femme, donc qui était très jeune, et voilà, qui n'a pas énormément bougé, qui n'a pas vu énormément de monde, qui n'a jamais été mariée, mais qui a fait une peinture de société tellement réaliste, qui parle aussi aux lecteurs d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un roman que je conseille particulièrement. Et donc je trouve aussi que c'est un roman parfait pour commencer, pour s'initier à la littérature victorienne. Et bien sûr, donc, si celui-là, ça vous fait hésiter, donc bien sûr, donc, comment ne pas parler de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc c'est le roman, je pense, le plus connu de l'époque victorienne. Enfin, peut-être pas un des plus, on va dire, c'est un des plus connus de l'époque victorienne. Et c'est aussi souvent le premier roman victorien qu'on lit. Souvent, il est lu lorsqu'on est encore enfant, au collège, voilà, au lycée, enfin, quand on est encore très jeune. Moi, je l'avais lu un peu plus tard. Je faisais déjà mes études, j'étais étudiante. Donc, je l'avais lu voilà, à peu près à l'âge de 20 ans. Et bon, bien sûr, c'était évidemment un coup de cœur. Souvent, même si on ne l'a pas lu, on connaît un petit peu, on connaît l'histoire dans les grands traits grâce aux très nombreuses adaptations au cinéma, en série qui existent. Donc je pense que l'histoire, j'ai pas besoin vraiment de présenter l'histoire, le sujet de ce roman. Donc vous savez sans doute que c'est une histoire complètement romanesque, mais en même temps complètement passionnante, d'amour semée d'embûches entre une gouvernante et son employeur. Et c'est aussi un roman qui a un côté très gothique grâce
grâce au manoir de Thornfield Hall, qui cache, voilà, c'est un grand manoir gothique avec plein de recoins secrets et qui cache plein de mystères qu'on apprend également au fil des pages. Donc c'est vraiment une histoire à lire si vous ne l'avez pas lu, mais je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir déjà lu. J'avais fait il n'y a pas longtemps une comparaison des traductions françaises de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la lire sur mon compte Instagram. Je vais vous la laisser je vais la laisser sur cette vidéo. C'est une traduction sans grande prétention parce que je ne suis pas traductrice, donc voilà, je ne peux pas vraiment juger. En tout cas, j'avais choisi plusieurs extraits. J'avais choisi un extrait et en fait, j'ai superposé plusieurs traductions. Donc le texte original et plusieurs traductions existantes. Et en fait, comme ça peut vous permettre à vous-même, par vous-même, de choisir la traduction qui vous plaise le plus. Moi, j'avais lu ce roman la première fois dans cette traduction-là. Donc, c'est une traduction de Charlotte Maura. Oh, c'est ça. C'est une traduction de Charlotte Maura. Et en faisant mon comparatif de différentes traductions, j'avais aussi découvert cette excellente traduction. Donc ça, c'est la traduction de 10-18. Oui, j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'exemplaires de Jane Eyre parce que c'est un de mes romans préférés. Et donc j'avais découvert aussi la traduction de Silver Monod, qui est un très bon traducteur. J'avais déjà lu d'autres romans traduits par ce traducteur et moi je trouve que vraiment toutes ces traductions sont vraiment très réussies. Donc je pense que si je vais relire ce roman, je vais le relire soit dans cette traduction-là, soit dans une traduction un peu plus moderne qui est sortie chez Folio Classique. Et donc c'est une traduction de Dominique Jean. Donc ça, c'est une traduction un petit peu plus moderne, mais qui, je trouve, qui est très intéressante également. Ce serait une traduction très intéressante à découvrir. J'évite en général les traductions qui datent de l'époque de sortie de romans. Ce sont souvent des traductions qui sont maintenant tombées dans le domaine public. Donc on les retrouve beaucoup dans les éditions un petit peu plus joli, avec des beaux livres, parce que là, du coup, j'imagine que l'éditeur il investit plus d'argent dans l'extérieur du livre, et comme ça, il peut économiser sur la traduction. Mais je trouve, en tout cas, en faisant mon comparatif, je trouvais que c'était une traduction, en tout cas pour Charlotte Brontë, un petit peu moins précise. Donc, c'est pas une traduction que je conseillerais pour découvrir ce roman. Et enfin, donc le troisième, on n'a pas beaucoup parlé de la troisième sœur Brontë, donc Émilie Brontë, et son roman Les Hauts de Hurlevent. Donc c'est sûrement un des romans le plus original des sœurs Brontë et même de l'époque victorienne. Donc on en parle énormément, mais personnellement, je ne conseillerais pas ce roman comme une première lecture victorienne ou comme une première lecture des Sœurs Brontë, parce que je pense que c'est un roman qui est assez clivant. C'est un roman génial, très fort, vraiment d'une originalité folle. Mais vraiment, je pense que c'est un roman très marquant, et je pense que c'est un roman à lire au moins une fois dans sa vie, mais peut-être pas la première fois, parce que je trouve aussi que c'est un roman extrêmement violent. Il a un côté très violent, très sauvage, qui peut plaire, que vous pouvez adorer, mais qui peut aussi vous repousser et qui vous déplaire totalement. Et je parle notamment des personnages principaux. Donc des personnages principaux, ils sont assez détestables.
On dit souvent que Léo d'Orléans, c'est une histoire d'amour, mais moi je trouve que c'est surtout une histoire de haine et de vengeance. Donc elle est surtout, c'est pas tant l'amour qui est au centre de ce roman, c'est la vengeance. C'est une vengeance destructrice, très violente. Et même les deux personnes qui s'aiment, il y a des descriptions magnifiques qu'on a presque envie d'apprendre par cœur. Mais ces deux personnes, en fait, ils s'aiment autant qu'ils se font mal. Et en se faisant mal, et ils font aussi mal à tous les autres qui sont autour. Donc c'est un livre qui est très très sombre. Donc voilà, ça peut plaire, mais à mon avis, ça peut aussi complètement déplaire. Donc c'est pour ça, à chaque fois, je mets un petit peu en garde concernant ce roman. Donc voilà, je pense que c'est un roman à lire, mais peut-être pas tout de suite. Enfin, en tout cas, peut-être pas en choisissant un premier roman victorien. Voilà, en tout cas, il a aussi, je pense qu'il y a énormément de qualité. C'est très dommage d'ailleurs que Emilio Brontë n'ait pas eu le temps d'écrire d'autres romans, parce que je pense que voilà, ce serait très intéressant de découvrir d'autres romans d'Emilio Brontë. Il a laissé beaucoup de poésie, beaucoup de poèmes qui sont voilà, qui vaut aussi le détour, je pense, si vous vous intéressez à la poésie. Mais celui-ci, il a vraiment une certaine beauté sauvage qui nous rappelle, enfin on parle souvent qui nous rappelle la lande sauvage du nord de l'Angleterre, de Yorkshire, donc de là où vivait cette famille. Et donc je pense que rien que pour ça, c'est un roman qui vaut quand même d'être lu. Il a une très très belle adaptation radiophonique faite par France Culture, il me semble. Peut-être pour compléter votre lecture, si jamais vous avez quand même envie de sauter le pas et lire ce roman. Il n'est pas très gros par ailleurs. Donc voilà. Donc vous pouvez compléter votre lecture par l'écoute de cette excellente version avec plein de bruitages, des acteurs, le bruit de vent, de pluie, toute cette ambiance qui fait partie intégrante de ce roman. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de ma vidéo. Je vous avais présenté donc plusieurs romans victoriens qui me semblent parfaits pour s'initier à la littérature victorienne. Je voudrais juste rajouter un petit bonus avec des romans, enfin en tout cas des livres très courts écrits à l'époque victorienne qui peuvent également être parfaits pour commencer. Donc ici je parle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. C'est un roman victorien écossais. Je pense que vous connaissez déjà cette histoire. Si c'est pas le cas, donc je vous le conseille fortement. C'est un livre tout court. Je pense que même en fait ici, enfin, il est même beaucoup plus court que ça, parce qu'en fait après il y a l'analyse de l'œuvre et tout ça. Donc ça, si vous connaissez pas ce roman, je le conseille vivement. Ça se lit en quelques heures, même pas. Vraiment une lecture très très courte, très passionnante, beaucoup de choses à analyser pour ceux et celles qui aiment creuser. Je peux aussi vous conseiller un autre roman de Wilkie Collins qui est L'Hôtel hanté. Et il est très court, contrairement à la Dame en blanc que je vous ai conseillé tout à l'heure. Il nous amène pas en Angleterre victorienne, mais à Venise. Venise, histoire de fantômes à Venise. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Je trouve que les histoires de fantômes, ils vont comme un gant à cette ville. C'est peut-être pas le meilleur roman de Wilkie Collins, mais voilà, c'est l'avantage d'être court, rapide à lire. Ça offre une très belle ambiance gothique, mystérieuse et fantomatique, parfaite également comme une lecture d'automne par exemple. Et pour le troisième livre, je ne l'ai pas sur moi, je voudrais vous conseiller aussi les nouvelles, les histoires de fantômes de Charles Dickens, qui sont, je pense, les meilleures histoires de fantômes que j'ai lues de ma vie. Charles Dickens, il a écrit énormément d'histoires de fantômes. C'est lui aussi qui a écrit, par exemple, une histoire de fantômes, Christmas Carol, un chant de Noël.
Grâce à lui, dans l'esprit victorien, les histoires de fantômes est devenues liées avec Noël. Donc à chaque Noël, il aime bien écrire plein d'histoires de fantômes. Ils sont très courtes. Tous les ans, il en publiait plusieurs. Il a cité d'autres auteurs de l'époque à écrire des histoires de fantômes. Et je pense vraiment que ça vaut le détour. J'ai pas parlé de Charles Dickens dans cette sélection, alors que je pense que c'est vraiment un auteur incontournable de l'époque victorienne. Malheureusement, je n'ai pas encore lu beaucoup de romans de lui. Donc, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à conseiller à part ces nouvelles, mais j'espère que ça va pas tarder. En tout cas, là, je suis en train de lire Les Grandes Espérances et j'espère que je vous en parlerai prochainement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez lu les livres que j'avais présentés, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Si vous trouvez qu'il manque des romans incontournables dans cette liste, n'hésitez pas à partager les titres en commentaire également. Je pense que j'ai dû faire énormément de fautes de français. J'espère que ce ne sera pas trop gênant à l'écoute à la fin. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bonne lecture!